Enchaîné après avoir retracé un peu un parcours d'éducation thérapeutique dans le champ des addictions, de débattre un peu autour de ce qu'est l'éducation thérapeutique et de croiser les regards. Donc pour ça, on va avoir deux personnages. À gauche, on a Monsieur B. Donc Monsieur B est un médecin addictologue. Ah, c'est bon, donc Monsieur B, à gauche, travaille dans un service d'hospitalisation en addictologie. Il propose des hospitalisations de jour, cures de sevrage complexe. Et pour lui, le TP, c'est le quotidien, la pratique des soignants de l'unité depuis de nombreuses années. Il va vous éclaircir sur sa vision d'éducation thérapeutique. Sa doctrine, l'éducation thérapeutique, on en fait tous implicitement, depuis longtemps, en service d'addictologie. À droite, Monsieur L. Monsieur L est cadre supérieur de santé d'un pôle de réhabilitation psychosociale. Il est formé à l'éducation thérapeutique, donc il a les 40 heures réglementaires, et il coordonne aussi un programme. Il a participé au groupe de réflexion régional sur l'éducation thérapeutique dans le champ des addictions. Il a co-construit aussi un programme qui s'appelle Addict Atelier. Pour lui, l'éducation thérapeutique est complémentaire des outils de soins et d'accompagnement, et c'est un changement de posture qui s'appuie sur l'expérience des personnes et qui favorise leur empowerment pour aller vers le rétablissement. Donc voilà le tableau. Monsieur B, médecin addictologue, à gauche, et à droite, Monsieur L, qui est cadre supérieur. Donc en fait, ils vont débattre autour de 9 thématiques. On va passer en revue. Place au débat, c'est ça? Vous voulez le micro? Merci. Alors aujourd'hui, c'est vrai que moi je tenais à vous donner la vision un peu de l'ETP, parce que c'est vrai qu'en tant qu'addictologue, j'ai l'impression que je suis quand même de l'ETP depuis un bon moment. Même si le terme a été consacré, on voit que dans les soins, notamment en cure, on part, si on regarde le fond, on part du besoin des patients, exprimé par les patients. Dès le premier jour de la cure, on va partir de ce que le patient demande, on va fixer des objectifs avec ce qu'il va nous dire, et selon ses besoins. C'est pour ça qu'on fait aussi des projections individualisées avec les patients, et ces projets évoluent au cours du séjour, selon les informations que le patient va nous donner. Et c'est vrai que les outils qu'on va proposer tout au long des soins aux patients sont des outils qui sont souvent adaptés au fur et à mesure par les soignants pendant les ateliers. Tout ça veut dire, sur le fond, quand on est en soins avec les patients, on part vraiment de ce besoin exprimé par la personne et on s'adapte au patient, ce qui pour moi est un des principes de l'ETP. Alors effectivement, en ETP, ça va être un petit peu différent. Tout est évoqué par le patient et non suggéré par le professionnel. On va être dans un champ un petit peu différent. L'ETP va permettre de définir un programme personnalisé en mettant en œuvre des séances individuelles ou collectives qui sont adaptées aux besoins, au vécu d'expérience du patient, après avoir évalué les compétences de la personne. Donc il s'agit de rechercher des solutions qui vont être propres au patient, même si ce ne sont pas celles du professionnel. Ça, des fois, c'est un petit peu compliqué en tant que professionnel de l'accepter. On va pas, cette fois, ça ne va pas forcément dans le même sens. Je le vois aussi dans ma pratique, donc des fois, ça ne va pas dans le sens qu'on aimerait. Et donc, l'ETP, comme on peut l'entendre, un outil complémentaire de ce que tu évoques dans ta prise en soins habituelle et quotidienne. Alors en hospitalisation, en plus, on n'a pas toujours le temps de prendre en compte l'ensemble des besoins, on le sait, on est débordé par le quotidien. Même si en cure, on a peut-être davantage le temps de prendre les choses
Nous partons du besoin exprimé du patient et non pas d'un canevas qui est toujours pensé et toujours le même, avec des activités qui sont imposées. Là, on essaie de s'adapter davantage aux besoins réels. À partir du bilan éducatif, on propose un cycle ETP pour rechercher des solutions qui vont être en lien avec les besoins exprimés et les savoirs acquis de la personne. Savoir ce que la personne aimerait faire, ce qu'elle aimerait faire évaluer, la dimension cognitive, par exemple, du psycho-affectif. D'accord. Donc, fais ce que tu me dis sur le fond, sur la forme, je ne vais pas te demander de TPA. Mais j'ai d'autres arguments. Si je reste sur la forme, on dit que dans le TP, on travaille beaucoup avec, en groupe, on parle d'ateliers de groupe, etc. Nous aussi, hein, en soins, on travaille sur le soin collectif. On a en place les groupes de parole, les ateliers, comme ça se fait en ETP. On a des thèmes différents comme ça se fait en ETP. On peut travailler par exemple sur l'estime de soi, la gestion des émotions, l'éducation à la santé. Et on propose ces ateliers 2 fois par jour aux patients en cure. Et en hôpital de jour, les patients viennent une ou 2 fois par semaine faire ces ateliers. Et encore une fois, on n'impose pas forcément les ateliers aux patients. En hôpital de jour, c'est des choses qui sont contractualisées avec les patients. Donc finalement, j'ai l'impression que dans les soins, avec l'éducation thérapeutique qu'on donne aux patients, finalement, chacun va trouver sa place dans les ateliers qui sont proposés. Alors là également, je pense que la forme, elle est différente. Il y a effectivement la notion de collectif. Dans les groupes de parole, le savoir vient plus des professionnels et les patients discutent autour. En ETP, ça va être différent. Le patient est celui qui apporte les éléments qu'il souhaite aborder pour faire évoluer la réflexion du groupe et la sienne. L'ETP va s'adapter peut-être davantage à l'individu et à la personne dans ce groupe. À noter que dans le programme ETP, le participant n'est pas obligé de participer à l'ensemble des séances. On peut imaginer que s'il souhaite revoir les objectifs qui se fixent sur une séance, il peut reproduire la même séance avec un autre groupe et refaire la même séance. Si on prend l'exemple d'un module mes stratégies face aux envies pour mieux s'approprier la notion de craving et se repérer par rapport aux situations de crise, on peut imaginer que la personne va avoir plus besoin de refaire cette séance-là par rapport à ses difficultés du moment ou ses difficultés dans son quotidien. Donc là, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Bon, je vais encore rater. Je ne sais pas, c'est complémentaire dans tous les cas. C'est complémentaire, c'est toujours pas fini. Si on regarde les objectifs en ETP, on parle beaucoup d'objectifs. Figure-toi que les soins qu'on fait en cure sont centrés sur les objectifs pour le patient. Alors, je suis d'accord, on n'est plus forcément dans l'objectif d'abstinence pour tous les patients, on s'est adapté, avec la problématique plutôt d'apprendre à vivre avec sa maladie. L'objectif, c'est plus à tout prix de se débarrasser de l'addiction comme on faisait avant en soins, mais on évolue aussi. Et finalement, l'objectif dans les soins, c'est de limiter l'impact de la maladie sur la vie de la personne. Et finalement, pendant tout le parcours de soins du patient, on va l'éduquer pendant nos temps de soins à découvrir sa maladie et puis L'objectif de l'ETP, pour compléter ce que tu dis, vont être de développer l'autonomie, les compétences psychosociales des personnes, l'autonomie, l'auto-soin, et pour apprendre à mieux vivre avec sa maladie chronique également. Les objectifs vont être différents et axés plus sur le développement de ces compétences qui sont éventuellement pas en lien avec l'addiction, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément parler que du produit, que de l'addiction, on va aussi parler d'une prise en charge globale, une prise en charge holistique. Donc ça va être là aussi un petit peu différent avec un engagement de ETP qui n'est pas toujours relié aux soins, c'est-à-dire qu'une personne qui s'interroge sur elle-même sans avoir besoin de soins dans l'immédiateté peuvent y recourir. Donc c'est des choses qui peuvent être complémentaires également, avec l'éducation thérapeutique du patient qui vise à aider le patient à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec la maladie chronique. Donc c'est eux qui s'adaptent. D'accord, donc on est encore dans l'histoire complémentaire. Exactement. Bon.
Je vais essayer encore un autre argument, je vais la finir, j'en ai plusieurs. C'est vrai que dans les TP, on parle de prendre en compte l'environnement du patient. Et bien, figure-toi que dans les soins, on prend en compte l'environnement du patient. Ça fait partie des prises en charge, hein, des entretiens familiaux. Pour moi, c'est prendre en compte l'environnement du patient. On va faire des visites à domicile des patients pour essayer de voir un peu comment la maladie prend place dans son environnement. On travaille la codépendance, la position du patient dans le système familial. Donc je pense que sur ce côté-là, cet abord-là, on fait exactement la même chose que ce qui est fait dans le TP. Alors, tu dis, on parle de la maladie, de la codépendance quand on va au domicile, par exemple, visiter le logement. Sur le TP, on va être plus centré sur la vie du participant, plus que sur la pathologie elle-même. On prend concrètement et vraiment l'environnement de la personne à partir du bilan éducatif, avec des questions sur qu'est-ce qui vous dérange le plus, sur qu'est-ce qui impacte le plus votre quotidien, par exemple. On repère les difficultés, les besoins, mais aussi les ressources et les priorités qui ne sont pas forcément la maladie elle-même ou la dépendance, c'est plus les souhaits et les aspirations de la personne dans sa vie quotidienne. D'accord. Bon. Alors, si sur le fond, le patient, etc., tu me dis que je ne fais pas tellement de TP, il y a peut-être un point commun, c'est les professionnels qui interviennent. Là, quand on fait notre travail en hospitalisation, c'est quelque chose qui est pluriprofessionnel, comme le TP. Tous les professionnels qui interviennent en plus sont formés en égyptologie. Ça leur permet d'évaluer la gravité des troubles, l'impact sur la vie du patient. Et c'est vrai que cette équipe de professionnels, elle a aussi comme mission de passer des notions théoriques sur la maladie aux patients et de finalement un peu parfaire son éducation à sa pathologie et à l'éduquer dans sa prise en charge. Alors, tu parles de pluriprofessionnalité, on serait peut-être plus dans l'interdisciplinarité, justement, d'autant plus qu'il n'y a pas que des professionnels. Je rajouterais même en préambule que tout programme d'éducation thérapeutique est construit avec les usagers ou les associations d'usagers pour mieux partir du besoin. Donc en fait, en ETP, on ne le fait pas systématiquement entre professionnels puisque ça majore la complémentarité. Et ça enrichit le soin de pouvoir le faire avec les usagers. Donc si on prend l'exemple du territoire où je me trouve, il n'y a pas que les professionnels de santé, mais au contraire, il y a les usagers qui peuvent réaliser les séances d'éducation thérapeutique avec un double avantage. Non seulement ils ont la formation comme nous, professionnels, mais en plus ils ont un savoir expérientiel que nous on n'a pas. Donc il y a une plus-value dans ces séances-là. D'accord. On a encore raté. Alors, il y a un point sur lequel, par contre, je pense qu'on va être d'accord, c'est sur l'accessibilité à ce temps d'éducation thérapeutique du patient. En gros, où est-ce qu'on va le faire? Ça serait logique de le faire dans un service, notamment d'addictologie. C'est là où on va être le mieux à même de pouvoir avoir les patients qui sont dans une démarche de soins qui est motivée par rapport à l'addiction, donc plutôt réceptifs à tout ce qu'on va pouvoir leur transmettre comme message. En général, par exemple, dans le service, là, tous les patients qui sont hospitalisés peuvent bénéficier d'ateliers thérapeutiques. D'une information médicale sur les substances addictives, sur leur impact, sur la maladie. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est vraiment favorable pour ça. Alors, j'ai même une notion pour ceux qui ne veulent pas être hospitalisés, ils peuvent exactement faire le même parcours, donc c'est vraiment peut-être ce lieu de soins qui serait le lieu de l'ETP finalement favorable. Soit pour eux, soit pour leurs proches dans l'accompagnement. Donc le fait de pouvoir le faire en extérieur facilite les choses et permet une accessibilité plus grande. Ça permet sur de pouvoir venir ailleurs qu'à l'hôpital. Ça, c'est également des éléments qui sont à prendre en considération. Le faire ailleurs que l'hôpital. L'hôpital n'est pas une fin en soi, il y a un ailleurs, donc autant montrer l'exemple à ce moment-là. Bon,
l'hôpital. Alors peut-être qu'on peut le faire sur le plan de l'hospitalisation quand même. Par l'hôpital. Parce que c'est vrai quand même le temps où les patients sont hospitalisés, c'est le temps, pour moi, privilégié pour éduquer les patients à la maladie, aux soins. Une fois que le sevrage est fait, si on prend les problématiques de consommation de produits, forcément, ça va être le moment où il va être plus apte, entre guillemets, à intégrer les informations qu'on lui délivre pendant le séjour hospitalier. En plus, il y a le côté symbolique de ce temps de cure, de sevrage, qui peut marquer finalement un moment de renouveau pour le patient, avec finalement une démarche de soins qui va être active et un moment optimal finalement pour commencer l'éducation thérapeutique de nos patients. Ce d'autant plus que dans ce milieu-là, on va pouvoir préparer justement à affronter les situations de l'extérieur avec eux et les accompagner. Après, les ateliers sont nombreux en plus pendant ces périodes d'hospitalisation. Alors, forcément, c'est des temps courts, donc on n'a peut-être pas le temps de tout faire avec eux, et c'est aussi pour ça qu'on a pensé des temps de soins en hôpital de jour, les séjours nécessaires pour pouvoir poursuivre ces soins et cette éducation à la maladie tout au long des soins. Et c'est vrai que des fois, alors, on ne peut pas tout intégrer sur un séjour forcément, les gens doivent être amenés à finalement revenir plusieurs fois en hospitalisation pour leur problématique addictive. Et finalement, le travail d'éducation thérapeutique il se fait sur la répétition des séjours sur lesquels on peut voir les patients. Ça peut se faire aussi sur plusieurs hospitalisations. Alors on pourrait le faire avec les patients sur l'hospitalisation, mais l'idée c'est de plutôt prendre son temps en éducation thérapeutique, ne pas se presser et puis essayer d'adapter le rythme des séances aux participants. On voit bien que une séance ETP, une séance de soins d'ailleurs, quel qu'il soit, ça prend beaucoup d'énergie pour les personnes. Donc le fait de décaler les séances dans le temps, ça permet de mieux répondre aux personnes et aux capacités. Un début d'éducation thérapeutique peut se faire en début de soins ou en amont. Il n'y a pas de chronologie à respecter obligatoire. C'est surtout en fonction des besoins des patients. On part toujours de la même chose. C'est en lien avec le bilan éducatif et les échanges avec la personne. On va savoir si oui, c'est avant, après, pendant. Donc là, il n'y a pas de notion obligatoire, il n'y a pas de degré d'urgence non plus à faire des programmes d'éducation thérapeutique. Ça laisse aussi plus de temps à la remise en question, puis de s'interroger, comme on peut le voir sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, pourquoi j'y vais, quelles sont mes motivations à intégrer un programme d'éducation thérapeutique, sans que ça aille vite. Donc on prend son temps et il n'y a pas d'obligation d'abstinence à la fin de la séance, mais on est sur autre chose. Ouais, alors mais je reste quand même sur l'idée que le lieu le plus propice est identifié souvent par le patient comme le lieu de recours aux soins, pas forcément dans la pathologie, ça reste l'hôpital, et forcément c'est le lieu, on va dire, vraiment adapté pour faire le TP, comme ça se fait par exemple sur d'autres disciplines, les collègues de diabétologie font un TP dans le service d'endocrinologie. Ça donne un lieu de référence aux patients, à la fois pour les soins, pour le TP. Et c'est vrai que ça peut être un contexte rassurant aussi, l'hôpital, pour faire ces temps d'éducation thérapeutique pour le patient. Et souvent, les patients, dans ces cas-là, vont travailler avec des soignants avec qui ils ont déjà travaillé l'alliance thérapeutique, et ça va peut-être sans doute même favoriser justement les acquisitions de compétences liées à l'ETP. Habituellement, on a tendance à exercer les ateliers d'ETP en dehors de l'hôpital par rapport au retour des personnes. Et puis, l'idée, c'est que l'intérêt pour les usagers, c'est de ne pas centrer l'ETP sur le lieu ou le temps hospitalier pour qu'on touche le plus de monde possible. Un peu en lien avec ce que je disais sur les éléments traumatisants tout à l'heure. D'accord. Bon, donc ce que je vois finalement, c'est que
peut-être que le soin a été fait ces 2 temps différents. C'est quelque chose, effectivement, ces questions-là, c'est des choses qu'on s'est posées en travaillant pendant le groupe de travail sur les recommandations, en tout cas les préconisations sur le TP. Vous m'avez compris, on joue 2 personnages quand même. On joue 2 personnages, quand même. J'avoue que c'est des réflexions qu'on a pu avoir. Enfin, moi, j'ai pu avoir avant d'avoir la formation en DTT il y a quelques années. C'est des choses qu'on s'est posées. Donc, moi, je me posais comme ça, mais non, mais le TP, on va en faire, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que réfléchir sur le lieu, je pense que ça a amené un peu toutes ces questions et à réussir à faire avancer un peu les choses. Et l'expérience de l'équipe qui s'est fait à l'ETP, c'est super intéressant pour amener justement à, on va dire, diminuer l'assurance que certains pourraient avoir sur le fait qu'en soi, on fait déjà l'ETP. C'est des discours qu'on entend toujours un petit peu. Alors, il faut prendre son bateau de pèlerin et puis, plutôt que de s'opposer aux pratiques, c'est vraiment montrer la complémentarité. Ce qui peut être fait par l'un n'est pas fait par l'autre. Cette complémentarité, elle est essentielle et chacun s'y retrouve, et notamment les personnes qui ont besoin d'être accompagnées.